Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un philosophe dont la pensée a profondément marqué l'histoire de la philosophie politique, mais aussi notre conception de l'homme, de la liberté et de la société. Jean-Jacques Rousseau, penseur du XVIIIe siècle, n'est pas seulement un écrivain ou un théoricien politique, il est aussi un homme profondément sensible aux injustices de son temps, un esprit libre qui cherche à comprendre comment l'homme, naturellement bon, a pu devenir aussi corrompu au sein de la société. Son œuvre est traversée par une quête de vérité, un besoin d'authenticité et un appel à une justice plus conforme à la nature humaine. Pour Rousseau, penser l'état de nature n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est une manière de comprendre ce que l'homme est en lui-même, en dehors des artifices sociaux, en dehors des institutions, des lois, des hiérarchies. C'est une manière de revenir à l'origine, non pas pour y rester, mais pour mieux comprendre ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions regagner. Rousseau développe sa réflexion sur l'état de nature principalement dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans ce texte fondamental, il tente de reconstituer ce qu'était l'homme avant l'apparition de la société, avant la propriété, avant les lois, avant l'histoire telle que nous la connaissons. Ce qu'il propose n'est pas une description historique au sens strict, mais une hypothèse de raisonnement. Il s'agit de dépouiller l'homme de tout ce que la civilisation lui a ajouté pour atteindre ce noyau originel, cette condition première où l'homme existait de manière autonome, sans dépendance vis-à-vis des autres, sans comparaison, sans domination. À la différence de Hobbes, qui imaginait l'état de nature comme un état de guerre permanente, Rousseau affirme que l'homme naturel n'est pas violent. Il est pacifique, solitaire, guidé uniquement par ses besoins immédiats et par deux principes fondamentaux, l'amour de soi et la pitié. L'amour de soi, c'est l'instinct de conservation, le besoin de survivre, de se nourrir, de se protéger. La pitié, c'est la capacité spontanée de s'identifier à la souffrance d'autrui, de ressentir un malaise face à la douleur d'un autre être vivant. Ces deux principes suffisent, selon Rousseau, à réguler les comportements dans l'état de nature. L'homme à l'état de nature ne connaît ni la haine, ni la jalousie, ni le désir de pouvoir. Il ne connaît même pas l'amour tel que nous le concevons aujourd'hui, avec sa dimension sociale et passionnelle. Il se contente de répondre à ses besoins physiques, de se nourrir, de se reproduire, de se reposer. Il n'a pas besoin des autres, sauf occasionnellement, et ne vit donc ni en communauté organisée, ni en conflit structurel. Il est libre parce qu'il n'est soumis à aucune autorité. Il est égal parce qu'il n'existe encore aucune hiérarchie. Il est heureux, non pas d'un bonheur éclatant, mais d'un contentement paisible. Sa vie est simple, mais suffisante. Ce tableau pourrait sembler naïf. Et Rousseau le sait. Il ne prétend pas que l'homme a réellement vécu dans un tel état, mais que cet état est une fiction utile pour comprendre comment la société a déformé la nature humaine. Car l'homme ne reste pas éternellement à l'état de nature. Peu à peu, des transformations se produisent. L'homme découvre les outils, développe le langage, commence à s'installer dans des lieux fixes. Il forme des familles, puis des petits groupes. La vie sociale commence. Et avec elle, les premières comparaisons, les premières distinctions. L'homme commence à remarquer que tel autre court plus vite, que tel autre chante mieux, que tel autre est plus fort ou plus habile. Naît alors un nouveau sentiment que Rousseau appelle l'amour-propre. À la différence de l'amour de soi, qui est naturel, l'amour-propre est un produit social. C'est le désir d'être reconnu, d'être supérieur, d'être admiré. Ce désir entraîne la jalousie, la rivalité, le besoin de dominer. Avec l'amour-propre, l'homme cesse d'être paisible. Il devient calculateur, compétitif, parfois cruel. La transformation la plus décisive, celle qui selon Rousseau a marqué la véritable chute de l'humanité, est l'apparition de la propriété privée. Le moment où un homme a dit « ceci est à moi » et que les autres l'ont cru, ce moment marque la fin de l'égalité naturelle et le début de l'inégalité sociale. Car celui qui possède impose sa volonté à celui qui ne possède pas. Celui qui détient la terre, les ressources, les biens, exerce une domination sur ceux qui doivent travailler pour survivre. Ainsi naissent les institutions, les lois, les gouvernements, non pas pour protéger tous les hommes, mais pour défendre les intérêts des plus forts, des plus riches, des propriétaires. L'état civil, au lieu de libérer les hommes, les enchaîne. L'homme qui était libre dans la nature devient esclave dans la société.
Il obéit à des lois qu'il n'a pas choisies, il subit des hiérarchies qu'il ne comprend pas, il vit dans un système qui détruit sa véritable nature. Rousseau ne condamne pas toute forme de vie sociale. Il reconnaît que l'homme a besoin des autres pour développer ses facultés, pour vivre pleinement. Mais il affirme que la société actuelle, fondée sur l'inégalité, la propriété, l'oppression, est injuste. Il faut donc repenser la société, non pas en retournant à l'état de nature, ce qui est impossible, mais en inventant une nouvelle forme d'organisation qui respecte la liberté et l'égalité originelle. C'est ce projet qu'il développera dans son ouvrage majeur, du contrat social. Après avoir exploré l'état de nature tel que le conçoit Jean-Jacques Rousseau, il devient nécessaire de comprendre comment l'humanité est passée de cette condition première à l'état civil et quelles en furent les conséquences profondes sur la liberté, l'égalité et la nature humaine elle-même. La grande transition se joue au moment où l'homme commence à se sédentariser, à construire des habitations, à cultiver la terre, à vivre en société. Ce passage n'est pas neutre. Il modifie les comportements, les relations, les besoins. Il introduit des distinctions là où il n'y avait qu'indifférence. Là où auparavant chacun se suffisait à lui-même, l'homme devient dépendant des autres. L'autonomie laisse place à la compétition. Le respect mutuel cède devant la convoitise. Le besoin naturel se transforme en désir artificiel. Ce changement est au cœur de l'analyse de Rousseau. Pour lui, l'histoire de l'humanité n'est pas celle d'un progrès linéaire, mais celle d'une corruption progressive de la nature humaine par les artifices de la civilisation. La propriété privée est le symbole majeur de cette corruption. Elle repose sur une illusion, celle de pouvoir posséder une portion de la nature, de dire « ceci est à moi », alors que rien n'appartient véritablement à l'homme dans la nature. Rousseau décrit avec une lucidité radicale comment cette appropriation a engendré des rapports de force, des conflits, des injustices. Car une fois que la terre appartient à certains, les autres doivent se soumettre, travailler, obéir. La liberté naturelle disparaît, remplacée par une liberté factice, soumise aux lois des plus puissants. Le gouvernement apparaît non pas comme une protection de tous, mais comme un outil de domination. Il ne s'agit pas encore ici du véritable contrat social, tel que Rousseau l'imaginera plus tard. Il s'agit d'un faux contrat, d'un accord imposé, destiné à maintenir l'inégalité au profit d'une minorité. Rousseau rejette ce modèle. Pour lui, un véritable contrat social ne peut être légitime que s'il garantit à chacun la liberté et l'égalité. La grande idée de Rousseau est qu'il est possible, par un acte de volonté collective, de fonder une société où l'homme reste libre tout en vivant avec les autres. Ce n'est pas un retour en arrière vers l'état de nature, mais une reconstruction rationnelle de la société fondée sur le respect de la nature humaine. Ce contrat véritable, Rousseau l'imagine comme un pacte entre tous les citoyens, dans lequel chacun s'engage à obéir à la volonté générale. Cette volonté générale ne se confond pas avec la volonté de la majorité, ni avec l'addition des intérêts particuliers. Elle représente ce que tous veulent en tant que membres d'un corps collectif, ce qui est bon pour tous, même si cela peut aller contre les désirs individuels. Entrer dans le contrat social signifie abandonner sa liberté naturelle, celle de faire tout ce que l'on veut, pour recevoir en retour une liberté civile, fondée sur la loi commune, sur la raison, sur la justice. C'est une liberté supérieure, car elle repose sur l'adhésion volontaire à des règles que chacun a contribué à établir. Dans cette société idéale, nul n'est au-dessus des lois, et nul n'est en dessous. Tous sont égaux devant la loi, car tous en sont les auteurs. Cette égalité ne signifie pas une uniformité absolue, mais l'absence de privilèges fondés sur la naissance, la richesse ou le pouvoir. Il ne s'agit pas non plus d'une égalité matérielle parfaite, mais d'une égalité politique, d'une égalité morale, d'une reconnaissance mutuelle entre citoyens. Rousseau insiste sur le fait que la souveraineté ne peut être représentée. Elle réside dans le peuple, dans le corps collectif, et ne peut être transférée. C'est pourquoi il se montre très critique envers les systèmes politiques fondés sur la délégation excessive, sur la représentation permanente. Pour lui, la démocratie véritable implique une participation active des citoyens à la vie politique, une vigilance constante, une implication directe dans les décisions qui les concernent. Cela ne signifie pas que tous doivent gouverner en permanence, mais que chacun doit être conscient de sa responsabilité dans l'élaboration des lois. La liberté, dans cette perspective, n'est pas la simple absence de contraintes.
Elle est l'obéissance à une loi que l'on s'est prescrite à soi-même. Elle est autonomie, non pas isolement. Elle est participation à une volonté commune, non pas soumission à une volonté étrangère. Dans cette vision rousseauiste, l'homme retrouve une forme de grandeur qu'il avait perdue dans la société corrompue. Il devient citoyen, acteur de la vie collective, porteur d'un projet commun. Il retrouve, à travers le contrat social, une nouvelle forme de fraternité, fondée non plus sur les liens du sang ou de la coutume, mais sur l'engagement libre et rationnel. Dans ce modèle, la loi devient l'expression de la volonté générale. Elle ne doit pas servir des intérêts particuliers, mais garantir la liberté de tous. Toute loi qui favorise un groupe au détriment d'un autre, toute règle imposée sans consentement, est injuste. Ainsi, Rousseau redonne à la politique une dimension morale. Il ne s'agit pas seulement d'organiser le pouvoir, mais de créer les conditions d'une vie bonne, d'une vie libre, d'une vie juste. Il ne s'agit pas seulement de limiter la violence, mais de fonder une société sur le respect, l'égalité et la participation. Une fois établi le principe fondamental du contrat social et la nature de la volonté générale, Rousseau approfondit la question de l'organisation politique légitime. Selon lui, pour que la société soit véritablement libre et juste, elle doit être fondée sur une constitution qui garantisse l'expression de la volonté générale tout en empêchant les déformations issues des intérêts particuliers. Il faut donc mettre en place des institutions solides mais simples qui permettent une participation directe des citoyens sans que celle-ci soit détournée par des représentants ou des groupes de pression. Rousseau pense que cette démocratie directe est possible dans les petites républiques, là où les citoyens peuvent se connaître, se réunir et délibérer ensemble. Il ne nie pas les difficultés d'un tel système, mais il en fait un idéal vers lequel tendre. Dans cette logique, la loi est au cœur de la vie politique. Elle doit être générale, abstraite, s'appliquer à tous également, sans viser une personne ou un groupe en particulier. Elle ne doit pas être un instrument au service d'intérêts privés, mais une règle commune que tous reconnaissent comme nécessaire pour garantir la liberté. C'est pourquoi Rousseau distingue avec rigueur la loi, expression de la volonté générale, de la décision administrative, qui peut être prise par des autorités désignées, mais qui ne doit jamais empiéter sur le domaine législatif. Le peuple, en tant que souverain, ne peut pas déléguer sa capacité de légiférer. Il peut confier l'exécution des lois, mais jamais leur création véritable. C'est là une des idées centrales de la pensée rousseauiste. La souveraineté populaire est inaliénable et indivisible. Cette conception du contrat social n'est pas purement politique, elle est aussi profondément morale. Rousseau considère que vivre en société n'a de sens que si cela permet à l'homme d'accomplir sa nature véritable, de se réaliser pleinement comme être rationnel, libre et moral. Le passage de l'état de nature à l'état civil n'est donc pas une simple adaptation à la vie collective, c'est une véritable transformation de l'être humain. Il cesse d'être un animal libre dans l'indépendance brutale, pour devenir un citoyen libre dans le cadre des lois. Il accède à une liberté plus haute, plus exigeante, fondée sur l'autonomie, sur la conscience, sur le respect d'autrui. Ce changement est difficile, parfois douloureux, car il demande un dépassement des instincts, une éducation de la volonté, une maîtrise de soi. Mais il est le seul chemin vers une vie véritablement humaine. Cette exigence morale s'exprime aussi dans la manière dont Rousseau conçoit le rôle de l'éducation et de la culture. Dans son ouvrage L'Émile, il développe une pédagogie centrée sur l'épanouissement de l'individu dans le respect de sa nature. Il ne s'agit pas de le contraindre, de le formater, mais de l'aider à grandir librement, à devenir autonome, à découvrir par lui-même les lois de la raison et de la nature. Cette approche éducative rejoint sa pensée politique. Une société juste ne peut exister que si elle est peuplée de citoyens libres et éclairés. Il ne suffit pas de décréter des lois, encore faut-il former des êtres capables de les comprendre, de les vouloir, de les respecter non par peur, mais par conviction. Rousseau est donc un penseur exigeant qui refuse les compromis faciles. Il voit avec lucidité les dangers de la corruption politique, des intérêts particuliers, de l'ignorance, de l'ambition. Il sait que la démocratie peut être trahie, que la volonté générale peut être manipulée, que le peuple peut être asservi sous des apparences de liberté. C'est pourquoi il insiste sur la vertu, sur la transparence, sur la simplicité des institutions. Il ne croit pas en la perfection humaine, mais il croit en la perfectibilité, en la capacité de l'homme à progresser, à s'élever par la raison,
par l'éducation, par l'expérience. Il ne rejette pas totalement la civilisation, mais il veut la réorienter, la purifier, lui redonner un fondement naturel et moral. L'œuvre politique de Rousseau, bien qu'écrite au XVIIIe siècle, résonne avec une étonnante actualité. Elle pose les grandes questions que toute société doit affronter. Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce que la liberté? Comment concilier l'intérêt de chacun avec le bien commun? Quelles sont les limites du pouvoir? Qu'est-ce qu'une loi juste? Ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles sont au cœur de notre vie quotidienne. Elles concernent notre manière de vivre ensemble, de faire société, de construire un avenir commun. Enfin, Rousseau nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle est toujours à défendre, à penser, à construire. Elle exige une vigilance constante, une responsabilité partagée, une volonté collective. Le contrat social, dans cette perspective, n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement renouvelé à chaque génération. Il repose sur la confiance, sur le dialogue, sur la participation. Il est la condition même de notre humanité. Le passage à l'état civil, à travers le contrat social, n'est pas seulement un changement de statut juridique ou politique, mais une véritable révolution dans la manière d'exister. Rousseau insiste sur le fait que ce passage transforme radicalement l'homme. Il n'est plus seulement un être naturel poussé par ses instincts ou ses intérêts immédiats, il devient un être moral, conscient, capable de juger le bien et le mal, de se donner des lois à lui-même et de respecter celles qu'il reconnaît comme légitimes. Le contrat social est ainsi une élévation de la condition humaine, un dépassement des limites de la nature pour entrer dans un ordre supérieur, fondé sur la raison et la volonté collective. Mais cette transformation n'est pas automatique. Elle suppose une condition essentielle, que le pacte social repose véritablement sur la volonté générale et non sur des compromis entre intérêts particuliers. Il ne s'agit pas de négocier entre groupes ou individus ce qui arrange chacun, mais de déterminer ce qui est juste et nécessaire pour tous. C'est en cela que la volonté générale se distingue de la somme des volontés particulières. Elle peut parfois aller à l'encontre des désirs immédiats de certains, mais elle incarne toujours ce qui est bon pour l'ensemble. Rousseau affirme donc que la liberté véritable consiste à obéir à la loi que l'on s'est prescrite à soi-même, en tant que membre d'un corps politique. Il y a là une idée puissante, selon laquelle l'homme est vraiment libre lorsqu'il se soumet volontairement à une règle qu'il reconnaît comme juste. Pour que cette volonté générale s'exprime et se conserve, il faut des institutions simples mais solides. Rousseau ne croit pas aux systèmes complexes, aux bureaucraties lourdes, aux mécanismes éloignés du peuple. Il imagine une organisation politique fondée sur des assemblées populaires, des délibérations fréquentes, une rotation des fonctions, une transparence totale. Il propose même, dans certains cas, l'usage du tirage au sort pour désigner les magistrats, afin de garantir l'égalité des chances et éviter les conflits d'intérêts. La fonction de gouvernement, dans sa pensée, n'est pas une source de pouvoir mais un service rendu à la communauté. Les gouvernants doivent être les exécutants de la volonté générale et non ses maîtres. Rousseau ne se contente pas de proposer un modèle abstrait. Il est conscient des limites concrètes de sa théorie. Il reconnaît que la démocratie directe n'est possible que dans de petites sociétés où les citoyens peuvent se réunir et participer activement. Dans les grands États, il admet la nécessité de formes représentatives, mais il met en garde contre le danger d'une confiscation du pouvoir par des élites. Il rappelle que la vigilance du peuple est indispensable, que la liberté se perd facilement si l'on cesse d'y veiller. Il refuse également toute forme de servitude volontaire, où les citoyens se déchargeraient de leurs responsabilités sur des représentants sans contrôle. La liberté ne se délègue pas, elle s'exerce, elle se vit. Le contrat social est aussi une critique implicite des régimes autoritaires et des monarchies absolues de son époque. Rousseau rejette l'idée que le pouvoir vient d'en haut, de Dieu ou d'une élite. Pour lui, le seul fondement légitime du pouvoir est le consentement libre et éclairé du peuple. Toute autorité qui ne repose pas sur ce principe est injuste, même si elle se montre efficace ou stable. La justice ne se mesure pas à l'ordre ou à la force, mais à la légitimité du lien qui unit les citoyens entre eux. Et cette légitimité ne peut exister que si chacun se sent membre d'une communauté politique, reconnu, écouté, impliqué. Ce lien politique, pour être solide, doit aussi s'appuyer sur une éducation civique. Rousseau insiste beaucoup sur la formation des citoyens.
Il ne suffit pas de leur donner des droits, il faut leur apprendre à en faire bon usage. La liberté, l'égalité, la fraternité ne sont pas des instincts naturels, ce sont des valeurs qui s'acquièrent, qui se transmettent, qui se cultivent. L'école, la famille, les institutions ont donc un rôle fondamental. Il faut développer la raison, l'esprit critique, le sens du bien commun. Il faut apprendre à écouter l'autre, à délibérer, à respecter les règles communes. Ce travail est long, difficile, mais il est la condition de la liberté véritable. Rousseau va plus loin encore. Il pense que la société idéale ne se contente pas d'être juste dans ses lois, elle doit aussi favoriser l'harmonie, la fraternité, la solidarité. Il rêve d'une communauté où les hommes ne soient pas seulement des citoyens, mais aussi des frères, liés par un sentiment d'appartenance, par une morale partagée. Ce n'est pas une utopie au sens irréaliste, c'est une exigence morale et politique. L'homme ne peut s'accomplir que dans une société où il se sent reconnu, aimé, respecté. Une société qui ne repose que sur des règles, sans chaleur humaine, est froide, fragile, injuste. Rousseau veut donc redonner une âme au lien social. Faire de la politique non pas une affaire de technicien ou de stratège, mais une aventure humaine, collective, sensible. Sa pensée a influencé profondément les mouvements révolutionnaires, les théories républicaines, les débats contemporains sur la démocratie. Elle continue d'inspirer ceux qui cherchent à concilier liberté individuelle et solidarité collective, ceux qui refusent la domination des puissants, ceux qui veulent redonner du sens à la vie politique. Elle nous rappelle que la liberté n'est pas le droit de faire tout ce qu'on veut, mais la capacité à vivre ensemble selon des règles justes. Elle nous invite à dépasser l'égoïsme, l'indifférence, le cynisme, pour construire un monde plus humain, plus fraternel, plus digne. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce long voyage dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau autour de l'état de nature et du contrat social. En revisitant ces idées puissantes, nous avons tenté de comprendre comment la liberté, l'égalité et la justice peuvent être repensées à la lumière des enjeux humains et politiques. N'oublions jamais que penser, c'est déjà commencer à agir. À très bientôt pour un nouveau moment de réflexion et de philosophie. Prenez soin de vous.